Et salut, on est le 7 mai, dimanche, jour des élections, deuxième tour, élection présidentielle. Je suis pas là du tout pour te parler politique, mais pour te parler d'un truc qui s'est passé il y a 2 jours, qui s'appelle, ça a été tagué comme ça sur Twitter, les Macron Leaks, qui est une fuite de données qui a été propagée par un site qui s'appelle 4chan, puis après par tout un tas d'activistes plus ou moins douteux, concernant des données de l'équipe de Macron, des mails, des PDF, tout un tas de trucs, il y en a plus de 9 gigas. Je suis pas là du tout pour causer politique, mais pour parler de quelque chose qui est en plein dans mon cœur de métier, c'est l'aspect sécurité, parce que on a un certain nombre de gens qui sont un petit peu du métier à être un peu effarés par ce qui s'est passé. Déjà, sans même jauger l'action politique, parce que de propager ce genre de choses juste quelques heures avant le grand blackout et de laisser ça en plan, ça rappelle vachement beaucoup ce qui a pu se passer avec Hillary Clinton lors de la dernière élection aux États-Unis. Mais parce que cela fait aussi preuve d'un amateurisme qui fait quand même un petit peu peur de la part de l'équipe d'Emmanuel Macron sur l'aspect gestion du numérique. On se retrouve avec un dump complet des mails et d'un certain nombre de choses internes à l'équipe, ce qui peut laisser penser deux possibilités, soit une top dans l'équipe de Macron. Bon, là, à la limite, on peut malheureusement pas y faire grand-chose. Soit une attaque informatique qui, de toute évidence, n'a pas été extrêmement complexe, et puis qui a pu prendre, on ne sait pas encore exactement, plusieurs formes, soit celle d'un cheval de Troie sur une machine de l'équipe Macron, soit une récupération depuis l'extérieur de tout un tas de données, entre autres des mails. Et je pense qu'il y a un certain nombre de leçons à en tirer. Et au moins qu'on utilise cet incident assez déplorable comme de la sensibilisation par rapport à quelques notions de base par rapport à la sécurité. Et je voudrais vous rappeler 3 sujets qui me semblent sont intéressants par rapport à cet épisode-là. Le premier, c'est l'aspect gestion des mots de passe. Il est, on le sait, on le martèle depuis très longtemps, très important de gérer ces mots de passe de manière la plus propre qui soit. Alors, on peut se désespérer, je fais partie de ceux-là, qu'on se retrouve encore en 2017 à devoir utiliser des bons vieux mots de passe à la papa-maman. À l'heure où il y a de la biométrie, il y a des lecteurs dans tous les sens, on pourrait imaginer, on pourrait espérer qu'il y ait quelque chose qui soit un peu plus propre, qui soit mis en place. C'est pas le cas du tout. On peut certes se loguer sur son iPhone ou payer un truc avec son empreinte digitale. Il y a plein de choses qui pourraient être faites, mais voilà, on en est encore à un stade où il faut utiliser des mots de passe, qui est assez déplorable. En fait, il n'y a pas 36 leçons, il y en a 2. La première, c'est qu'il faut avoir des mots de passe qui soient corrects. C'est pas le moment de mettre AZERTY, 1, 2, 3, 4 ou le nom de votre maman. Il faut faire des choses qui sont un peu plus compliquées. Il y a même des organisations qui regroupent tous les leaks différents, ce qui fait qu'on peut estimer aujourd'hui qu'à peu près n'importe quel mot de passe qu'on a pu mettre sur un serveur public est dans la nature. Et on n'y peut pas grand-chose. On ne peut pas, en tant qu'utilisateur, maîtriser la sécurité d'un serveur sur lequel on crée un compte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Il y a une seule pratique qui est très casse-pied, mais qui est impérative, qui est de ne pas avoir les mêmes mots de passe d'un site à l'autre. Comme ça, si un site se fait leaker, s'il se fait récupérer l'intégralité de ses mots de passe, et même si dans le pire des cas, les mots de passe sont en clair dans la base de données, mais que le mot de passe que vous avez, vous, déclaré est unique et que vous ne l'utilisez pas ailleurs, la fuite s'arrêtera sur le site qui a été piraté. De toute façon, il est piraté, c'est trop tard, on n'y peut pas grand-chose. En revanche, si vous utilisez le même mot de passe partout, et que vous déclarez ce mot de passe sur un site qui se fait pirater par la suite, la conséquence est tout simplement que ce mot de passe va être réutilisable partout là où vous l'avez utilisé. C'est presque une lapalissade, mais c'est ce qui se passe le plus souvent. C'est le truc le plus bête du monde, c'est même pas un truc très technique, c'est que si vous diffusez votre mot de passe partout, vous multipliez les chances que ce mot de passe se fasse choper d'une manière ou d'une autre. Et donc fatalement, vous allez ouvrir l'accès à tous vos comptes à la personne qui va récupérer ça, ce qui est assez terrible.
Alors là, vous êtes en train de vous dire que ça serait quand même horrible d'avoir à gérer des mots de passe pour chacun des sites qu'on utilise. On a des mots de passe partout, 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 partout. Et comme je disais tout à l'heure, ce serait bien d'avoir quelque chose de mieux pour s'authentifier, mais on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Bon, alors des outils de gestion de mots de passe, il en existe tout un tas. Il y a des choses qui sont en open source. Il y a un truc qui s'appelle KeePass qui fonctionne plutôt bien. Il y a des outils commerciaux. J'utilise aussi un autre outil qui s'appelle Dashlane. Il existe maintenant de manière intégrée sur certains navigateurs des outils de gestion et de génération de mots de passe. C'est le cas de Safari sur Mac. Et tous ces outils fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'au moment où vous vous inscrivez sur un site, il génère le mot de passe à votre place, il le génère de manière unique et il le stocke dans une base de données, ce qui vous permet de le réutiliser de manière automatisée parce que c'est un truc qui est inclus dans le navigateur. Donc pour Safari, c'est inclus en standard, et puis sinon il y a des plugins qui s'intègrent à votre navigateur pour pouvoir faire le truc de la manière la plus simple pour l'utilisateur. Ça marche plutôt bien. C'est peut-être perfectible, parce que de centraliser tous ces mots de passe dans une base de données unique est quelque chose qui peut craindre un petit peu. Alors suivant le modèle utilisé, soit cette base est dans le cloud, soit elle est sur votre propre poste. Dans les deux cas, c'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que d'avoir un système où on a le même mot de passe partout. Donc voilà, comme souvent en sécurité, il n'y a pas de solution parfaite, mais il y a des pistes d'amélioration. Et puis il y a des choses qu'il faut faire impérativement pour avoir un minimum de sécurisation de sa machine. Après, il y a d'autres outils qui existent, qui sont disponibles sur certains sites, qui fonctionnent sur le principe de la double authentification. C'est-à-dire que si vous vous connectez uniquement avec un mot de passe et sur un navigateur inconnu, une machine inconnue, etc., le système peut vous demander une confirmation par SMS ou par un tiers qui va valider par un tiers qui va valider que votre mot de passe est bien le bon et que vous êtes bien le bon utilisateur, ce qui est le plus important. Et ce système-là, qui est un petit peu lourd, mais qui amène une sécurité qui est plutôt intéressante, et quelque chose qui existe sur les plus gros sites. Facebook fait ça, Google fait ça. Et même si l'option est souvent facultative, je ne peux que vous inciter à configurer les choses de la manière la plus solide possible sur ce genre de site. Surtout sur des choses à la Google ou à la Facebook qui deviennent souvent cruciaux aujourd'hui. La deuxième leçon qu'on peut tirer de cet épisode des Macron Leaks, c'est que le chiffrement, c'est quelque chose qui existe. Et que les politiques sont acharnés ces derniers temps à faire en sorte que le chiffrement soit vécu comme quelque chose qui est un truc pour les terroristes et qui est l'ennemi de la sécurité publique. Il ne faut pas oublier que le chiffrement, c'est avant tout un système qui est très important d'un point de vue informatique et qui en plus, aujourd'hui, est assez banalisé et peut être utilisé partout. On peut chiffrer ses données, on peut chiffrer ses conversations, on peut chiffrer ses mails. Tout existe sur le marché, tout existe en termes de produits qui sont plutôt bien intégrés et qui font bien le taf. Et ça me paraît complètement invraisemblable qu'une équipe d'un président sur une élection qui est une des plus importantes sur la planète actuellement, n'utilise aucun chiffrement et qu'on peut accéder librement à tous ces documents. C'est un fait. Bon, a priori, par ces fuites, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose de très intéressant, mais peut-être, j'espère que les documents les plus cruciaux sont eux plus en sécurité. Mais bon, tant qu'à mettre en sécurité des choses, pourquoi pas tout mettre en sécurité? En tout cas, ça donne une image un petit peu inquiétante du mode de fonctionnement. Et le chiffrement est quelque chose de très important à mettre en place dans une entreprise. C'était mon ami Corben qui tweetait l'autre jour que c'était dommage que le chiffrement soit réservé aux terroristes parce qu'il pourrait servir à protéger ses données. Et il y a vraiment une leçon à en tirer. Il faut sortir un peu de l'hystérie par rapport à ça. C'est vrai que les terroristes utilisent des techniques souvent un peu évoluées pour camoufler la préparation de leur projet, mais voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et le chiffrement est quelque chose qui est vraiment à considérer. Et enfin, le troisième truc, qui est peut-être à considérer dans un cadre politique comme celui-ci, c'est l'indépendance vis-à-vis de son prestataire. Une des leçons qu'on a pu avoir des Macron Leaks, c'est que ils ont utilisé les outils les plus standards du marché, du Gmail partout, des Google Drive, des Dropbox, etc. Mais on peut se poser la question de savoir si sur un enjeu aussi crucial, encore une fois, qu'un truc politique,
on n'a pas quelque part intérêt à utiliser autre chose que des outils qui sont entre les mains de prestataires privés. En plus, ça peut poser plein de questions. Gmail, c'est Google, c'est une boîte qui est liée à la loi américaine. On sait déjà que depuis un certain nombre de lois antiterroristes, le gouvernement américain a droit d'accès à bon nombre de données qui sont gérées par ces prestataires-là. Est-ce que c'est très raisonnable d'un point de vue stratégique, politique, de mettre en place tout un système d'information qui repose sur ces outils-là? J'en doute un petit peu. Alors, on peut se poser la question pour tout le monde. Il y a des produits qui existent aujourd'hui qui permettent de démocratiser la reprise en main de ses propres données. Il y a un truc qui s'appelle Cozy Cloud en France qui est plutôt sympa et qui est assez bien fait, qui permet de rendre accessible au plus grand nombre le principe de se réapproprier son hébergement et de gérer soi-même ses données, son cryptage, plutôt que de les confier dans le cloud à un prestataire tiers dont on ne sait pas forcément ce qu'il va en faire. Alors, il y a des situations un petit peu intermédiaires. Il y a des outils par exemple comme ProtonMail qui se positionnent comme des alternatives à Gmail et qui garantissent plus ou moins un chiffrage de bout en bout de ces mails et le fait que l'hébergeur qui propose le service n'a lui-même pas accès à vos mails puisqu'il garantit le chiffrement de l'intégralité des données qui sont sur ces disques durs. Alors vous allez me dire que ça dépend de la confiance qu'on va apporter au prestataire en question. ProtonMail se protège derrière un versement en open source de l'intégralité de son code, qui est un garanti a priori, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent mettre leur nez dedans, que ce qui va être mis en place est correct, il n'y a pas de backdoor, etc. Et ça montre une certaine transparence sur leur façon de procéder. Après, c'est pas une transparence totale, parce que dès lors que c'est sur un serveur, on ne sait pas exactement ce qu'il peut y avoir. Mais des prestataires qui proposent ce genre d'initiative sont quand même à souligner, parce que on part de tellement loin en termes de confidentialité des données qu'il y a des choses intéressantes. Alors il y a plein d'outils qui sont plus ou moins des outils de barbu qui permettent de gérer ces données de manière privée. Je pense à un truc qui s'appelle OwnCloud. Maintenant il y a un fork qui s'appelle Nextcloud. Ce sont des outils qui sont un petit peu plus techniques, qui ne sont pas forcément à la portée de chacun, comme peut l'être un Cozy Cloud ou un Lima, qui est un autre produit assez intéressant. Mais c'est des choses qui sont à prendre en considération lorsqu'on est en train de déployer un système d'information. Voilà, c'était quelques petites notes que j'ai pu prendre par rapport à ces Macron Mix. Bon, c'est pas le premier incident, c'est malheureusement certainement pas le dernier, mais il faut vraiment se poser la question de la sécurité de ces données. En conclusion, on peut se dire que le seul truc un peu rassurant dans cette histoire assez lamentable, c'est que les gens qui ont piraté ces données-là et qui les ont diffusées publiquement ne sont pas forcément plus malins, puisqu'on s'est rendu compte que il y a un certain nombre des données qui étaient diffusées, on sait à peu près aujourd'hui qu'il y a un mélange de vrai et de faux dans les données. C'est une vieille technique de bourrage de crâne et de fake news, de mélanger le vrai et le faux pour donner de la crédibilité à l'ensemble. On a pu voir qu'il y avait des traces assez grossières de Windows utilisés en cyrillique, c'est-à-dire vraisemblablement des Windows russes, qui ont édité un certain nombre de fichiers. Donc là, soit Macron est un pantin manipulé par les Russes, c'est pas forcément ce qu'on lui reproche aujourd'hui, soit on a peut-être une vague idée que ces données ne sont pas restées que entre les mains de l'équipe de Macron, mais qu'il y a pu y avoir de la bidouille quelque part. Donc voilà, ces gens sont pas forcément les plus malins, et eux aussi sont perfectibles, heureusement. Bon allez, je te souhaite une bonne journée. On va regarder cette journée électorale avec attention et à très bientôt. Ciao!